pour la suite de cette série de conférences sur le thème de la fabrique. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Manuel Bello Marcano, qui est, alors le pédigré est assez long, architecte et sociologue, maître assistant à l'ENSAS, je ne sais pas comment vous le dites, l'École nationale supérieure de Saint-Étienne, responsable du laboratoire Transformation. Alors, vous avez obtenu votre diplôme d'architecture à l'université Simon Bolivar de Caracas en 2003. Donc, vous êtes jeune. Et un master en philosophie et architecture à l'ENSA Paris-La-Villette. Docteur en sciences humaines et sociales à l'université Paris-Descartes-La Sorbonne. Et aussi membre du centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Donc ça nous concerne de très près. Et vous vivez entre Paris et Caracas. Voilà, le thème le titre en tout cas de la conférence que Manuel nous propose, c'est de la fabrique d'une idée à l'idée de fabrication, architecture, création, organisation. Je pense que ça nous concerne. Alors, il est bien question de fabriquer des projets et comment ça se passe effectivement de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Je pense que vous saurez en dire. Et puis évidemment, je ne cite pas, enfin on peut trouver, enfin Manuel a écrit de nombreux articles que vous pouvez notamment trouver dans les cahiers. Voilà, il y a plein de choses que vous pourrez consulter ensuite si vous le souhaitez, si vous voulez approfondir. Merci Manuel. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. C'est pas ma première fois à Toulon, donc je trouve que cette ville elle est assez intéressante. D'ailleurs, il y a une doctorante à l'école qui est en train de faire un gros travail sur cette ville. Du coup, moi, je vais vous présenter donc cette petite conférence de la fabrique d'une idée à l'idée de la fabrication, architecture, création, organisation. Alors, il faut savoir qu'avant de commencer à parler, il faut toujours dire d'où on parle. Ça, c'est très, très important. Donc, moi, je parle en tant qu'architecte, mais je parle aussi en tant que sociologue, en tant que personne qui s'est spécialisée dans les sciences humaines et sociales pour l'architecture. Donc, je viens d'une ville qui s'appelle Caracas, qui est une ville, donc la capitale du Venezuela, qui est une ville que, plus qu'une ville, moi je l'appelle toujours une sorte d'installation sur un territoire où des personnes sont arrivées, se sont installées. Et j'ai toujours vécu entre ces deux images que vous voyez là. Une image qui est celle d'une modernité possible pour pouvoir contrôler le territoire, et une autre image, c'est cette impossibilité de le contrôler et de vouloir faire avec, et de devoir faire avec toutes ces personnes qui habitent dans ce qu'on appelle les barrios, les favelas. Bon, il y a les villes, les villes autoconstruites, bon, les habitations autoconstruites, il y a plein de noms sur cela. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse de vous dire aujourd'hui, c'est que bon, voilà, je viens de là. C'est un pays avec une situation sociale et politique très en crise. Alors, chaque fois que je dis crise, il faut comprendre toujours qu'une crise, ce n'est pas quelque chose de forcément négatif, c'est la mise en question des principes d'une réalité donnée. Donc il y a une mise en question de ce qui se passe, des principes de ce qui se passe dans ce pays. Et donc voilà, une question politique extrêmement forte, j'en reviendrai tout à l'heure. Et donc là, c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer l'architecture. Donc j'ai ouvert une agence d'architecture, comme tous les jeunes architectes, avec cette volonté de faire quelque chose, de changer le monde. Je reviendrai sur ce terme monde. Et donc ça n'a pas marché. J'ai opéré donc un premier décalage. Premier décalage de l'architecture aux sciences sociales. Je me suis dit, ah non, l'histoire, c'est la question des sciences sociales, c'est la sociologie, il y a un problème qui se passe, qui est plus fort que moi, je ne pourrais pas construire. Et donc ce premier décalage m'a amené à opérer par la suite un deuxième décalage, qui est celui de passer de la sociologie des sciences humaines et sociales, de ce problème social très très profond, à me dire, il faut que je trouve une méthode pour pouvoir travailler au sein même de la sociologie, pour pouvoir travailler avec ces populations, pour essayer de changer le monde autrement. Et donc, j'ai commencé à travailler sur la sociologie de l'imaginaire, de là mon affiliation avec
avec les cahiers, avec le CEAC, avec pas mal de personnes que j'imagine que vous connaissez. Et ensuite, à partir de ce décalage, j'ai opéré un troisième décalage dans mon parcours. Donc vous voyez, quand on étudie des métiers d'art et de création, on est obligé à se décaler. C'est presque une injonction. On ne peut pas rester sur la même ligne, il faut toujours se décaler. Et là, le troisième décalage a opéré pour moi, une fois que je suis arrivé ici en France, parce que j'ai commencé à étudier le corps, donc le corps, la manière dont le corps perçoit les espaces, dont il construit des imaginaires. Et je me suis dit qu'il fallait que je étudie le corps dans un contexte plus environnemental, écologique. Et aujourd'hui, je m'intéresse énormément, depuis quelques années, au lien qui existe entre l'animalité et l'architecture. Peut-être que ce n'est pas le centre de cette conférence, mais je reviendrai peut-être avec quelques mots après. Donc, je vais essayer de vous initier un peu, moi-même, chaque fois que je fais ce genre d'exercice, à une façon de voir l'architecture qui est très particulière. Très particulière, elle a été très critiquée, elle est en pleine discussion dans les écoles d'architecture. C'est celle d'essayer de comprendre l'architecture ou la pensée architecturale comme quelque chose qui s'applique non seulement à la construction du bâti. Okay. Je reviendrai là-dessus. Bon. Assembler, former, détruire, transformer, créer, déformer. Aujourd'hui, les logiques de fabrication, au-delà des domaines traditionnellement dominés par l'acte de fabriquer, comme c'est le cas depuis des siècles des disciplines comme l'architecture, est mis en question. Parfois, même des disciplines et des métiers éloignés comme ceux des anthropologues, des philosophes, des sociologues et des sciences économiques ou politiques se légitiment à travers de l'acte de fabrication. Dans toutes ces disciplines, le terme projet et conception se sont généralisés. Elles revendiquent le fait de travailler par projet, partiellement ou entièrement, pour faire du projet une forme universelle d'action de la connaissance, au-delà d'une méthodologie de conception. Projet comme une forme d'action et non pas seulement comme une forme de méthodologie de conception. Le concept de fabrication étend son influence sur tous les domaines et connaissances existants, à presque toutes les échelles. Ainsi, nous ne parlons pas seulement d'un projet de conception de mobilier ou d'éclairage, mais aussi de design de gestion, de design d'entreprise, de design institutionnel et même de design moléculaire ou génétique. Grâce au concept de fabrication, mais aussi de projet, il existe une ambition générale qui contribue d'une manière particulière à la renaissance d'une pensée totale ou totalisante. Donc le design touche tout. Et pourquoi pas penser au mot totalitaire, qui est un peu dangereux, mais bon, je m'avance. Donc une pensée totale, totalisante ou totalitaire du monde. J'entends par là qu'il existe une tendance dans le monde de l'éducation et de la production de connaissances à favoriser, par l'acte de projeter et de fabriquer, le croisement des disciplines, la fameuse qu'on appelle l'interdisciplinarité, afin de produire des objets qu'on appelle aujourd'hui, bon, c'est un terme un peu savant, mais je vais l'utiliser, de faible affordance, qui puissent répondre à des questions souvent transdisciplinaires, donc un objet qui sert un peu à tout. Il n'est donc pas surprenant que la méthodologie de réflexion à partir d'une fabrication soit très présente, que ce soit dans les facultés d'ingénierie, de design, de marketing ou de politique, pour ne citer quelques exemples. Cependant, malgré tout cela, la fabrication est toujours considérée dans les écoles d'art et de design et d'architecture comme un élément constitutif de la nature dont nous organisons et structurons des savoirs sur la matière et ses transformations. Cela signifie, par exemple, qu'à travers la notion de fabrication, l'architecture a développé des pratiques et des instruments théoriques qui lui permettent de remettre en question, parfois même, ses fondements disciplinaires, ses principes, donc une mise en crise de la discipline. Ainsi, pour la discipline architecturale, la fabrication est une question fondamentale, épistémologique, c'est-à-dire qu'elle va au fondement de la chose, car elle est pour l'architecte un outil de pensée dont la finalité est à la fois critique, c'est-à-dire spéculative, mais aussi pragmatique et opérationnelle.
Ça, je reprends une vision d'Antoine Picon, qui est un théoricien de l'architecture. Utiliser l'acte de fabriquer pour enquêter est donc un élément central dans la manière de questionner à la fois la discipline et le projet architectural. L'intérêt scientifique croissant pour la fabrication, notamment le fait de renouer avec la fabrication qu'on appelle locale, montre que le design et l'architecture possèdent des outils uniques pour la production de connaissances, et je dirais même pour la production de connaissances d'un territoire donné. Donc ça produit de la connaissance. L'une de ces spécificités est que dans la réflexion sur des processus comme le projet ou la fabrication, le pourquoi n'est jamais très éloigné du comment. Le pourquoi je le fais pose en même temps la question du comment je le fais. C'est pourquoi, comme le signale Antoine Picon, la nature même de la discipline de l'architecture a produit deux rapports différents avec la production de connaissances et le développement de la pédagogie, et donc de la recherche en design et architecture, notamment ici en France. Alors là, je parle d'un cas vraiment franco-français. Hein. Là, il faut savoir que moi j'ai un parcours plutôt américain, et donc dans ce parcours, la question de l'architecture ne s'étudie pas dans une école. Il y a des facs d'architecture. Une question qui n'existe pas ici en France. Bah, pas pour le moment. D'une part, on peut dire qu'il y a ceux qui ne veulent pas reconnaître que la recherche scientifique peut se faire à travers le projet architectural, en argumentant que l'architecture n'est pas une discipline académique capable de produire des connaissances scientifiques au sens classique, mais que l'architecture est un champ de pratique, fabrica, un champ de pratique. Pour eux, on pourrait dire, un peu à la légère, la fabrication peut être comprise comme un exercice intellectuel visant exclusivement à développer une compétence. Je fabrique pour développer une compétence dans la fabrication, ce qui signifie qu'il a peu de capacité de produire des connaissances scientifiques. Souvent, cette réflexion émane des professeurs et de chercheurs qui n'ont jamais pratiqué le projet et qui défendent et protègent de manière rigoureuse et peut-être refoulée, ça il faudrait aller chez les psys pour voir ce qui se passe, l'idée d'une université dans son sens moderne, c'est-à-dire comme un noyau de connaissances hyper spécialisées. D'autre part, nous avons une autre vision, peut-être tout aussi radicale et à mon avis pauvre, qui dit que tout processus de fabrication et de projet architectural ou de design peut être qualifié d'enquête scientifique, et qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les objets académiques, les objectifs scientifiques et professionnels. Cette fois, c'est un réseau de professionnels, donc là on tombe de l'autre côté de la situation, souvent têtus et un peu vieux jeu, qui critiquent les universitaires hermétiques défendant bec et ongle une discipline en pleine crise de sens. En France, la pédagogie et la recherche en architecture sont sur la ligne de partage entre faire de la discipline une science dure qui tend à privilégier les résultats plutôt que les questions qui leur donnent du sens, ou une science humaine et sociale. Donc c'est pour cela que mes deux décalages ont un sens. J'étais dans le design, dans l'architecture, et je suis passé aux sciences humaines et sociales pour poser la question. Parce qu'aux sciences humaines et sociales, on cherche à privilégier le questionnement et la formulation d'un problème plutôt que les résultats. Que ce soit en tant que sciences dures ou sciences sociales, l'important est que l'architecture et le design puissent soulever autant de questions qu'ils contribuent à en résoudre. Ça c'est très important. L'architecture et le design puissent soulever des questions autant qu'ils contribuent à en résoudre. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, l'établissement de la connaissance architecturale comme connaissance scientifique a été le résultat historique d'une incompréhension de la manière dont l'architecture a défini, surtout après la modernité industrielle, une idée, un imaginaire particulier de la technique, de la fabrication, de la création et de la production. Je dirais même des systèmes productifs. Donc gardez en tête ce mot système productif qui est très important. Chaque fois que je pense à la fabrication, je pense à un système productif. Face à cette lutte qui ne nous aide pas à avancer, je propose depuis plusieurs années, en tant qu'enseignant, d'aborder une troisième voie qui puisse actualiser la pensée et la transmission du savoir architectural dans un cadre plus sobre, en négociant avec différentes pressions académiques et en intégrant en même temps les défis écologiques
contemporain. Cela signifie assumer que, d'une part, une connaissance du design nécessite une pratique réactive avec le réel qui ne tombe pas toujours dans la culpabilité et les angoisses typiques de notre crise environnementale. Chaque fois qu'on tombe dans ces angoisses, non, parce qu'il y a l'environnement, si on tombe dans cette angoisse de la crise environnementale, on ne va pas s'en sortir. Mais d'autre part, il faut se garder d'inscrire la fabrication et le projet architectural dans une pratique exclusivement technique, peut-être extrêmement orienté et précis, et produit, dans une pratique technique, peut-être extrêmement orienté, qui produit rarement des questions générales transposables à d'autres types de situations comme celles qui l'ont suscité. C'est un peu compliqué cette phrase, mais ça, ce sont des choses qu'on voit par exemple dans la médecine. On produit un protocole pour pouvoir guérir le malade, et on se rend compte que ce protocole, je ne peux pas le transposer à d'autres malades. Donc, dans cette recherche par l'expérimentation, je pense que cette recherche peut stagner dans une seule et même pratique. Donc, je m'occupe toujours du même type de malade, réduisant la recherche à des applications systématiques et mécaniques. C'est pourquoi il faut tenir pour acquis que la nature de l'architecte, et j'élargis donc à la question du designer, n'est pas seulement de faire des bâtiments et des œuvres d'architecture, mais aussi d'analyser pourquoi ces œuvres jugées de qualité ne cessent de poser des questions. Ça, c'est Antoine Picon je reprends quelques phrases d'Antoine Picon. En d'autres termes, l'architecte doit naturellement être critique. Et ça, je me suis aperçu qu'en France, c'est extrêmement compliqué que les étudiants puissent arriver à avoir un esprit critique de ce qu'ils sont en train de faire. Quand on dit critique, c'est parce qu'on arrive aux limites de la chose. Pousser les choses à leurs limites. C'est ça, un esprit critique. En d'autres termes, l'architecte doit naturellement être critique et sa réflexion doit également porter sur les conditions de possibilité, de l'apparition et de la disparition. Pourquoi pas ? Le designer, il peut travailler aussi avec la disparition de l'œuvre architecturale. C'est pourquoi il existe tout un corpus théorique d'architectes comme Vitruve, Le Corbusier ou Rem Koolhaas, sont trois architectes connus, qui n'ont pas seulement construit, mais qui ont aussi beaucoup écrit. Alors Vitruve, je vais prendre le premier. Vitruve, 1er siècle avant Jésus-Christ, donc 24 ans, 2200 ans. Il dit que l'architecture est une science. L'architecture est mieux encore une science composée de plusieurs savoirs et de diverses connaissances par le jugement de laquelle est validé tout ce qui réalise les autres arts. Donc l'architecte valide ce que les autres font. Et il continue, l'architecture est le fruit de la pratique, fabrica, et de la théorie, ratiocinatio. La pratique est une méditation incessante et exercée de l'usage de la fabrica qui réalise avec les mains, à partir de tout type de matériaux, un ouvrage conformément à un projet de mise en forme. Je fais un projet, je le réalise avec mes mains. Fabrica. La théorie, de son côté, s'efforce de rendre raison des objets fabriqués par la finesse de son intelligence, ce qu'il appelle la solertia, et de les développer par le calcul de la proportion, ratione proportionis. Il y a un philosophe, pour celles et ceux qui s'intéressent vraiment à tout ce que je vais dire ici, qui s'appelle Pierre Quay, C-A-Y-E. Pierre Quay est un philosophe qui est en train de travailler, qui est très en lien avec l'architecture et qui travaille avec la transformation des systèmes productifs. Cette capacité critique de la discipline architecturale permet à l'architecte de développer une capacité de conception qui se structure non seulement à travers la réflexion sur les choses, mais aussi à travers l'organisation de la réalité matérielle produite par ces choses. En d'autres termes, l'architecture, à travers la conception, s'intéresse à la fois à la réflexion sur un ensemble d'éléments et à l'organisation de la relation qui existe entre eux, à la manière dont ils sont assemblés. Ce mot assemblage est essentiel pour comprendre comment les imaginaires de la fabrication travaillent pour l'architecte. Autrement dit,
à la manière dont un ensemble de parties assemblées, crée un système. Que veut dire faire architecture? Depuis un certain temps, donc après mon doctorat, j'ai été mené à me poser cette question. Que veut dire faire l'architecture? Parmi toutes ces questions, c'est celle-là qui m'a intéressé. On pourrait dire que faire architecture, c'est réfléchir sur la construction d'œuvres physiques, des œuvres dites architecturales. Mais l'architecture n'est pas faite que pour réfléchir à la construction. En fait, en disant que l'architecture est une puissance de réflexion sur les choses construites, on semble donner aux constructions une grande importance, mais en fait, on est en train de tout leur enlever. Les comparaisons systématiques entre l'architecture et sa discipline voisine, l'ingénierie, sont dans ce sens extrêmement dangereuses. L'architecte n'est pas un ingénieur. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne aujourd'hui d'une coopération discrète qui très souvent n'en est pas une. En réalité, les ingénieurs ont fréquemment du mal à réfléchir l'architecture en termes d'œuvres architecturales non construites. Ils n'arrivent pas. Pourquoi cette difficulté de réflexion de l'ingénieur? Avec l'apparition d'un discours technique et fonctionnel autour de la géométrie et de la forme, c'est-à-dire de la mathématisation, donc on a rendu tout mathématique, du savoir de l'ingénieur à partir du calcul, je calcule, se crée depuis le XVIIIe siècle un malaise entre une rationalité scientifique et l'expression de la sensibilité de l'architecte. En étudiant cette tension, Antoine Picon, à nouveau, signale qu'à cette époque, au projet singulier de l'architecte s'oppose la volonté d'aménagement global des ingénieurs. On va faire des ponts, des chaussées de partout. On va peupler le territoire. Et ça allait à l'encontre de la sensibilité de l'architecte. Depuis, l'idée que l'ingénieur aurait besoin de l'architecte pour pouvoir calculer et réfléchir à ses constructions est une idée qui a de moins en moins de sens pour l'ingénieur. En prenant en compte ces distinctions des savoirs et des pratiques, peut-on affirmer que les seules personnes capables de réfléchir à l'architecture seraient donc les architectes? Si l'architecture ou la pensée architecturale existe, c'est parce qu'elle a sa propre forme et son propre contenu. Or, quel est le contenu de cette pensée architecturale? À quoi il pense l'architecte? Ce qu'il pense systématiquement à construire. Je vais faire une première hypothèse. Disons que l'architecture ou la pensée architecturale est une discipline de création, discipline créatrice. C'est-à-dire qu'elle se construit sur l'acte créateur ou, comme dirait Giorgio Agamben, sur une puissance qui se libère dans la création. Je crée et au moment de créer, il y a une puissance qui se libère. Puissance qui se trouve donc dans l'acte créateur lui-même, à l'intérieur de cet acte. Ainsi, en poursuivant la réflexion d'Agamben, nous pouvons aussi dire que l'architecte est puissant dans la mesure où il peut ne pas construire. C'est ça qui lui donne sa puissance. La puissance est une suspension de l'acte de construire. Alors, l'architecture, si elle n'est pas créatrice de cela, elle est créatrice de quoi? Supposons qu'elle est créatrice d'un sens et d'un ordre, qu'elle est là pour inventer un ordre et donner un sens au monde. Cela voudrait dire que l'ordre du monde n'existait pas en amont. Avant, il y avait de l'ordre. Donc, ce n'est pas l'architecture qui est venue donner de l'ordre à Manhattan. Supposons qu'elle est créatrice, donc voilà. Cela voudrait dire que l'ordre du monde n'existait pas en amont, que le monde n'avait pas de sens avant l'apparition de l'architecture, que ces ordres et ces sens existent dans une sorte de catalogue dans lequel l'architecte vient piocher pour en faire usage. Ces questionnements sur la nature de l'architecture nous conduisent presque inexorablement vers l'interrogation suivante. Pourquoi faut-il que l'architecte fabrique un ou des ordres et pour quel monde? Il faut savoir qu'un ordre ne se fabrique pas comme ça tout seul, comme dirait Deleuze. On ne se réveille pas un matin en disant « tiens, je vais ordonner le monde ». Un ordre est le résultat d'une stabilisation, d'une fixation et d'une coupe dans cette stabilisation. On ordonne toujours sur une base, sur un point fixe de référence.
le désordre. On ordonne toujours par rapport au désordre. La puissance du désordre se trouve ainsi implicite dans l'acte de création architecturale. Chaque fois que je vous invite à faire cet exercice. Quand vous allez regarder une architecture ou un acte architectural, regardez le bazar que c'était avant qu'il apparaisse. Essayez de le lire par rapport à la puissance de désordre qu'il cache. Autrement dit, pour ordonner quelque chose, il faut toujours, ou tout d'abord, une nécessité. J'ai besoin d'ordonner ma chambre. La création d'un ordre du monde dépend d'une nécessité essentielle d'ordonner. Nécessité qui se trouve déjà dans ce monde. Donc, l'affaire de l'architecte serait de dévoiler et réinventer un ordre ou désordre du monde, comme l'affaire du philosophe est celui d'inventer et de créer des concepts, comme le propose Gilles Deleuze. Là, je prends une partie de la pensée de Gilles Deleuze dans une conférence qui est très très belle. Je vous conseille de voir sur Internet, qui s'appelle « Qu'est-ce que l'acte de création ?» Mais il faut dire que l'architecte est aussi le designer et quelqu'un qui crée aussi des concepts particuliers. Des concepts que nous allons qualifier de concepts architecturaux. Donc nous, on a la capacité de créer des concepts particuliers. Ce n'est pas comme les concepts qui font les mathématiciens, qui font les ingénieurs, qui font les philosophes. Il y a un truc de particulier. C'est-à-dire, ce sont d'abord des concepts qui ont des spécificités et des singularités par rapport au reste de tous les autres concepts, comme par exemple celui de philosophe. Il crée alors à partir d'une idée qui se présente d'une façon particulière, car ces concepts apparaissent d'abord comme des prélèvements précis. C'est comme si vous êtes des détectives, hein, ou des, comment on appelle cela, des archéologues, des prélèvements précis dans une sorte de continuité qui se trouve dans la manière dont j'observe les choses, dans la manière dont je vois les choses, dont j'observe le monde, dans la continuité de l'expérimentation d'une situation. Je suis en train de vivre quelque chose ici, je peux à un moment donné faire une coupure, couper la table aussi, faire une coupure et prélever un moment de cette réalité. C'est-à-dire ce qu'on vous oblige à faire, de dessiner. C'est ça, c'est tout simplement ça. Vous prélevez quelque chose. L'architecte observe un lieu ou une situation, il le digère et on accumule des informations par le dessin, le diagramme, la représentation, par les images, les matériaux, par l'expérience du lieu, vous pouvez écrire. Ces informations sont des formes d'ordre ou en tout cas contribuent à faire et fabriquer l'ordre comme concept architectural. Peut-être que le concept d'ordre, face au chaos, donc ordre, désordre, a été un des premiers concepts architecturaux, véritablement, le concept d'espace étant dérivé de celui d'ordre. Observer et prélever des informations dans une continuité du monde sont des actes que nous, architectes et designers, partageons avec d'autres disciplines. On n'est pas les seuls. Ce sont des actions que je vais appeler géologiques. C'est-à-dire, on produit des choses qui restent, des sédiments de connaissances. Je connais cela. Je produis des dessins, je produis des sédiments. C'est quelque chose de très plastique. C'est un mouvement, je prends dans un mouvement, dans une dynamique, une manière de penser et d'ordonner et fabriquer des mondes, c'est-à-dire une expérience. Je suis en train de reproduire une expérience. Autrement dit, il y a dans l'accumulation d'informations de l'architecte designer, je dessine, donc j'accumule des informations sur le réel. Je représente. Il y a dans tout cela des idées en devenir, mais aussi une volonté de projet de fabrication. Fabrication dans le sens de pratique, d'usage. C'est-à-dire de pratique du monde, de fixer une situation dans le temps et dans l'espace. La mise en ordre est une activité proche de la logique fondationnelle de l'architecture. En tant qu'activité, l'ordre est un mode de création, car en effet, on ne peut confronter les activités de l'architecte qu'en fonction de ce qu'elle crée et de leur mode de création. C'est là où on peut les confronter. On ne peut pas confronter le bâtiment. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas critiquer un bâtiment. Ce que vous êtes en train de critiquer, c'est la manière dont ce bâtiment a créé
est un mode de création, à créer un ordre. De ce point de vue, l'architecte devrait réfléchir essentiellement à la mise en ordre du monde. Par conséquent, on pourrait dire que l'histoire de l'architecture n'est qu'une affaire de mise en ordre. En quoi cette forme particulière de création est-elle artistique? Est-ce que vous pensez qu'elle est artistique? Est-ce qu'elle est vraiment scientifique? Est-ce qu'elle est artistique ou scientifique? Ces questions habituelles semblent de plus en plus inopérantes. Il ne sert à rien de se poser cette question, si elle est scientifique ou artistique. Ainsi, il est évident, à notre avis, qu'il ne faut surtout pas faire la distinction entre science et art dans l'architecture. Surtout pas. La mise en ordre des choses est autant une affaire scientifique qu'artistique, sachant que la science est aussi créatrice. Un scientifique invente et crée une fonction. Il n'invente pas des mises en ordre, comme l'architecte, ou des concepts, comme le philosophe, mais il invente des fonctions. Or, en poursuivant les réflexions de Deleuze, nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'une fonction. Deleuze nous dit il a fonction dès qu'il y a mise en ordre, dès qu'il y a mise en correspondance réglée de deux ensembles au moins. C'est donc un ensemble qui est au centre de la création scientifique. Et un ensemble est une chose complètement différente d'un concept. Là, ça complique les choses. Vous êtes en train de vous balancer des éléments très philo, mais c'est pour vous montrer comment le fait de penser à quoi elle sert l'architecture nous renvoie à des choses qui vont au-delà complètement du bâti. En effet, pour les sciences dites dures, comme les mathématiques par exemple, un ensemble désigne intuitivement une collection d'objets, une multitude d'objets qui peut être comprise comme un tout. Un ensemble peut être vu, donc, comme un élément d'appartenance à quelque chose. C'est un tout, un ensemble, qui lui-même peut être ouvert ou fermé. Bon, là, ça devient mathématique. Autrement dit, il existe au sein d'une même connexion scientifique une tension, voire même une sorte de dialogue entre le fait d'être avide d'unité, je veux quelque chose qui soit seul, je veux un monde, je ne veux pas plusieurs mondes, je veux un seul monde total, un ensemble, et le fait de chercher plutôt quelle est la matière qui unit les choses qui sont sur cette table. Au lieu de chercher qu'est-ce qu'est la table, je peux chercher quelles sont les matières qui unissent la relation qui est établie par ces éléments. Comment ces éléments dialoguent. Comment moi je suis en train de dialoguer avec vous. Dans cet acte d'architecture, vous êtes là, moi je suis là, acte classique. Vous êtes en train de m'écouter, vous regardez tous vers l'avant, moi je suis tout seul et je vous regarde tous. Vous n'avez pas la capacité de regarder tout le monde, moi je l'ai. Donc je suis en train d'exercer un pouvoir sur vous. Directement. En tout cas, l'architecture est-elle donc une forme de création scientifique ou artistique? En tant que pensée créatrice d'un ensemble et des relations d'appartenance au sein de celui-ci, nous pouvons dire que l'architecture est autant scientifique qu'artistique. Car elle pense en même temps à un tout comme ensemble, ainsi qu'à l'expression de la puissance organisatrice des objets de la collection qui désigne l'ensemble. L'architecture est technique. C'est une technique de mise en relation. C'est une technique de mise en relation. C'est la fabrication d'une mise en relation. D'assemblage des choses ouvertes et fermées, c'est-à-dire un savoir qui est appliqué à une composition d'éléments dynamiques divers et variés, comme ceux qu'on trouve sur cette table. En fonction des techniques que maîtrise l'architecte, celui-ci peut donc penser un ordre et créer un sens. Là, vous voyez Humboldt. Je ne sais pas si vous connaissez ce géographe, Alexander von Humboldt, très connu en Amérique latine, un peu moins connu ici en France, un dieu pour les Allemands. Donc c'est assez étrange qu'on ne le connaisse pas assez ici. C'était un des premiers géographes à tenter de cartographier la planète entière. Et il s'est rendu compte de quelque chose d'assez simple, c'est qu'on est tous mis en relation. On est tous en relation avec les autres. Les plantes qu'on trouve ici, à cette hauteur de l'équateur, on va les trouver de l'autre côté de la Terre. Quelque chose qui n'était pas évident à l'époque. On pourrait même croire que le besoin d'ordonner le monde est pour l'architecte une forme de survie, car il s'agirait pour lui d'ordonner un monde pour continuer à pouvoir de penser et exécuter le projet architectural de celui-ci. Ce que fait un architecte que vous devez connaître, j'espère,
qui s'appelle Louis Sullivan, qui a une formule qu'on utilise dans toutes les écoles de design, dans toutes les écoles d'architecture. La forme suit la fonction. La forme suit la fonction. Et il dit, toutes les choses de la nature ont une forme, c'est-à-dire une configuration, forme. Une apparence extérieure révélatrice de ce qu'elles sont et qui le distingue de nous-mêmes comme de chacun d'entre elles. Dans la nature, ces formes expriment immanquablement la vie interne, les qualités originelles de l'animal, de la... C'est quelqu'un de fonctionnaliste. Hein. La forme suit la fonction. Quelqu'un de fonctionnaliste. Il est en train de nous parler la forme de l'animal, de l'arbre, de l'oiseau ou du poisson, telle qu'elle se présente à nous. Pourtant, dès que nous examinons ce qu'il y a sous la surface des choses, nous découvrons combien effrayant est son silence, incroyable son flux vital. Cette loi, qu'il s'agisse de l'aigle, dont le vol décrit une courbe majestueuse, ou de la fleur éclose du pommier, des nuages fuyant dans le ciel et par-dessus tout de la course du soleil. Donc, il est en train c'est un architecte qui est en train de construire un monde. Qu'il s'agisse de tous ces éléments-là, la forme suit toujours la fonction. Telle est la loi. Si la fonction ne change pas, la forme ne change pas non plus. C'est cette loi qui régit toutes choses, organiques et inorganiques, physiques et métaphysiques, humaines et surhumaines. Je dirais moi-même non humaines. Sullivan se confronte, cet architecte visionnaire, Sullivan se confronte en même temps à une vision totale du monde, qu'à une logique d'assemblage des éléments qui le composent. En faisant cela, il tente de protéger un ordre du monde en comprenant sa puissance créatrice à travers la nature. De la même manière, un autre architecte, Rem Koolhaas, définit l'architecture comme une aventure chaotique, en parlant de l'incohérence et le hasard comme structure sous-jacente de toute carrière d'architecte. Il pense un ensemble, l'ensemble de la production architecturale, comme un tout potentiellement désordonné. C'est-à-dire qu'il est en train de voir, c'est un architecte qui a beaucoup écrit, mais qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup construit de partout dans le monde. Et il est en train de dire, l'architecte, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Il dit, l'ensemble de la production architecturale est potentiellement désordonné. C'est une inquiétante amalgame de choses dont la cohérence est probablement artificielle, car relève d'un acte cosmétique et d'autocensure. Il est très, très sévère. Quand il nous dit que les architectes sont aussi systématiquement confrontés à une séquence arbitraire de demandes, les personnes lui demandent de faire des projets, avec des paramètres qu'ils n'ont pas établis, des pays qu'ils ne connaissent pas, qu'ils connaissent à peine, sur des problèmes dont ils ne sont que vaguement conscients, afin de traiter des problèmes, en plus, qui se relèvent d'être insolubles pour des cerveaux qui ont déjà tenté le coup, qui sont des cerveaux, à son avis, supérieurs à leur. Koolhaas, à ce moment, pense la cohérence des éléments qui composent le travail de l'architecte comme un problème de reconnaissance des puissances qui font tenir des désordres de la création architecturale. Voilà pourquoi Koolhaas, architecte, qui est en train de penser l'Europe. Il ne pense pas le bâtiment. Il a construit de partout dans le monde. Hein. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le chercher. On l'a commandité pour penser l'Europe. Donc, ce n'est pas quelque chose de construit, ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Là, on pourra en discuter. Ainsi, nous pouvons dire que l'architecture n'est pas seulement un problème de mise en ordre de choses dans le monde, mais un problème aussi de reconnaissance d'un ensemble et sa puissance. C'est-à-dire de la manière dont cet ensemble, des choses, des mots, ici, nous, des personnes, des plantes, des montagnes ou des espaces, l'Europe, s'organise, dont il fait sens, dont il fait système. Alors, que veut dire avoir une idée en architecture? Avoir une idée en architecture n'est pas la même chose qu'avoir une idée ailleurs. Avoir une idée en architecture peut être assimilé au fait de réfléchir, voire même s'adapter à un mode d'organisation des choses en tant que puissance créatrice du monde. C'est pourquoi, quand nous qualifions un espace comme étant architectural, nous devons d'abord penser à la manière dont celui-ci est déjà issu d'une forme et d'une puissance précise, voire même harmonieuse d'organisation. Élisée Reclus, inventeur à l'époque du naturisme,
Je vous le signale parce que c'est des anecdotes d'architectes. Hein. La politique est-elle une idée architecturale? Et c'est là où je vais vous ramener pour finir, vous ramener dans mon terrain. Que signifie qu'un espace soit architectural? Qu'est-ce qu'une idée en architecture? C'est à ces idées où il faut s'attaquer le plus vite possible parce que l'urgence, comme dit Deleuze, est de résister. Mais à quoi il faut résister? Pourquoi il faut continuer à construire des bâtiments? À quoi on résiste? Voilà Le Corbusier en train de dessiner des pigeons pour la Piazza San Marco. En reprenant la logique, cette logique de Deleuze, qu'il applique d'ailleurs au cinéma, on peut dire que chaque fois que j'ai une idée en architecture, cette idée elle est déjà vouée. Elle est vouée d'avance. Elle est déjà engagée dans un processus de fabrication. Si vous avez une idée en architecture, une idée en design, l'idée elle est déjà vouée dans un processus de fabrication. Elle est déjà une manière d'induire une forme de représentation. Elle est déjà une manière d'investir, de traiter le langage. Elle est déjà une forme de parler, une façon de parler, pardon, de traiter les concepts, de traiter la matière. Une idée, elle est totale. Elle va travailler totalement la chose. En effet, elle a même déjà une manière d'investir une technique, car elle est une activité qui sollicite une ou des habilités et un ou des savoirs. Elle est technique dans ce sens. Elle porte en elle déjà une façon même d'être fabriquée. Si vous avez une idée en architecture, une idée en espace, une idée en design, et cette idée, elle ne comporte pas la manière dont elle va être fabriquée, il faut l'abandonner. Ce n'est pas une véritable idée. Et on ne se réveille pas tous les matins avec des idées. Les idées sont rares. Il faut les choper. Hein. Ça ne se passe pas tout le temps. Étrangement, Le Corbusier a une idée, il voit les pigeons dans la Piazza San Marco, les pigeons s'envolent, il se dit, c'est comme si c'est des morceaux de la façade qui se détachent. Allez, je vais faire de ces petits pigeons quelque chose pour pouvoir les rattraper. Étrangement, nous pouvons aussi dire que les occasions d'agir en architecte sont rares. Elles existent dans la mesure où certaines conditions sont en place. Aujourd'hui, la plupart de ces conditions sont essentiellement économiques. Les conditions dans lesquelles agit l'architecte aujourd'hui sont essentiellement économiques. Les occasions d'architecture apparaissent dès que nous comprenons que l'architecture est l'explicitation d'un environnement jusqu'à là implicite. Ces occasions d'architecture n'apparaissent que dans cette mesure où on possède un système de concepts, je viens de vous donner pas mal, hein, qui nous permettent de rendre visible un environnement. Dans ce sens, l'architecture est un acte technique autant que politique, philosophique. Il y a des idées qui ne sont pas en architecture, mais qui peuvent avoir une résonance dans l'architecture. Des idées qui peuvent être en médecine, qui peuvent être des idées en biologie, mais qui vont résonner pour l'architecte. Vous voyez ? Ils ne sont pas forcément des idées en architecture, mais qui peuvent résonner en l'architecte. Je vais prendre l'exemple de la politique, pour finir. Politique peut être une idée en architecture, du moment où celle-ci se réfère systématiquement à un mode d'organisation. Oui, ça peut être un mode d'organisation existentiel, biologique, peu importe. La politique peut poser une question architecturale, c'est-à-dire une question qui balise et sauvegarde la puissance créatrice d'un mode d'organisation. Ainsi, pour la philosophie politique contemporaine, il peut exister, par exemple, un lien entre la manière dont une société s'organise et la façon dont celle-ci répond à l'agencement d'un espace. Je viens de vous le démontrer. Hein. Cet espace est une idée qui est autant politique, relation du pouvoir, qu'architecturale. Elle est les deux en même temps. De la même manière, il est par exemple désormais courant qu'on puisse parler aujourd'hui de sociétés de contrôle, de dispositifs de pouvoir, de sociétés disciplinaires. Bon, il y a pas mal de personnes qui ont déjà travaillé ces éléments. Foucault, je passe un peu vite parce que je vois que le temps se finit. En tout cas, c'est une idée en politique, ou la politique en tant qu'idée, peut être aussi une idée architecturale, dans le sens où elle nous permet de fabriquer un ordre du monde, de lui donner un sens.
Voilà, par exemple, une belle idée politique qui devient, par exemple, une idée architecturale, le panoptique de Bentham. Si vous ne le connaissez pas, je vous renvoie directement à regarder comment fonctionne, parce que c'est grâce à cela que vous allez comprendre que vous là et moi ici, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui a été très 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 réfléchi depuis au moins 150 ans. Donc nos institutions ont été créées comme cela. Là, les hôpitaux, les écoles, les usines, les prisons font partie de la même idée politique qui est aussi une idée donc architecturale. Sommes-nous face aujourd'hui à l'émergence d'une nouvelle idée en architecture? Nous avons compris que l'architecture peut être aussi une vision du monde faite également pour dialoguer, pour médier, pour vous impliquer, les habitants, les usagers, dans un monde, dans sa constitution, dans sa concrétisation en tant qu'objet, en tant que territoire, en tant qu'institution, en tant que dispositif, peu importe. Une résistance peut-elle être une idée en architecture? Une idée en architecture doit-elle être forcément une résistance? Un acte de résistance? À mon avis, ces questions ouvertes pointent vers un enjeu majeur de l'architecture. Plus que de résistance, à mon avis, et voilà le problème, tout est là, hein, l'arche de Noé. Plus que de résistance, c'est un enjeu de survivance qu'il s'agit. Depuis quelque temps, j'étudie les relations donc anthropozoologiques, animaux, êtres humains, et leur lien avec l'architecture. Je suis donc convaincu que pour résister, nous avons besoin d'opérer un glissement en termes de perspective, de décentraliser. J'imagine que vous en avez parlé, ou vous en avez entendu parler pas mal aujourd'hui. De décentraliser l'architecture, focaliser non seulement sur l'homme, l'homme classique, blanc, hétérosexuel, occidental, bon, mais c'est un discours un peu woke, hein, donc, mais aussi sur l'humain, biologique, ontologique. Je travaille ainsi sur l'émergence d'une idée architecturale, la puissance organisatrice du monde fabriqué par la cohabitation de l'humain avec d'autres animaux. Pour moi, cette forme de résistance est une des architectures qui peut avoir la capacité d'assurer la continuité de l'existence de la planète. À la fois biologique, sociologique et philosophique, cette idée finalement profondément politique résonne en effet de plus en plus chez les architectes et designers. Sans planète, pas d'architecture possible, mais sans architecture et sans politique, allons pouvoir sauvegarder cette planète. Pour conclure, en analysant la fameuse formule d'Aristote, l'homme est un animal politique, zoopolitique. Je ne sais pas si vous voyez, l'homme est un animal politique. Il y a un architecte écrivain vénézuélien qui s'appelle Federico Vega, qui essaye de comprendre la nature de la figure du héros dans le contexte actuel du Venezuela, qui est un contexte, je viens de vous rappeler, un contexte de merde, excusez-moi. Il dit, la célèbre phrase d'Aristote, l'homme est un animal politique, nous a conduit à surestimer certaines qualités qui se révèlent inutilisables et contre-productives. Selon l'historien H.D.F. Quito, Aristote a proposé quelque chose de radicalement différent. La traduction correcte serait « L'homme est un animal qui appartient à la police, qui appartient à la ville ». Cette différence, dans ces deux traductions, entre l'être et l'appartenance, l'homme est un animal politique et l'homme appartient à la police, est décisive. Le croire être, créer ser, tend à l'implicite et à l'égocentrique, tandis que le savoir appartenir tend au dialogue et à la générosité. Si l'homme est un animal politique doté de certains dons exceptionnels, aussi innés que la force d'attaque des taureaux ou l'agilité des singes, il croira qu'il est le meilleur homme politique. Ortega y Gasset décrit la lutte de Socrate pour convaincre les Athéniens qu'une chose est la technique, el técnico, et l'autre la technique, la technica. Le technique et la technique. Car celle-ci n'est pas une dot fixe et donnée une fois pour toutes. De la même manière, la politique est une science à laquelle nous pouvons tous participer, contribuer, pas un podium pour les politiciens qui devient des fétiches et finissent par dominer la politique elle-même. Cette réflexion, la dernière de cette petite conférence, ouvre un chantier énorme, à mon avis, pour l'architecture. Parce que si on soutient que la politique, la fabrication ou même la nature sont des idées en architecture, il serait sans doute pertinent de réfléchir à la manière dont nous devons
penser les milieux où se produisent ces idées. Quels sont les milieux où se produit l'idée de fabrication? Des bâtiments humains, non humains. Je voulais finir avec, on travaille en ce moment, on a créé donc une association qui s'appelle Après la Révolution, à Saint-Étienne, avec un autre enseignant. On travaille à la base des questions de... L'atelier s'appelle Architecture as a Political Practice, l'architecture comme pratique politique. Et ce qu'on essaye de voir, c'est voilà, comment, sur quels objets on peut appliquer la pensée architecturale. Donc, on a des grands objets politiques, les Jeux Olympiques, la santé publique, la guerre, le capitalisme. Et on essaye de construire aussi, j'allais vous montrer le site internet, un lien entre la pédagogie, la recherche. Notamment, en ce moment, on travaille beaucoup avec l'appareil productif des sociétés, de ce qu'on appelle les sociétés de basse énergie, c'est-à-dire des sociétés qui ont existé depuis des années, des milliers d'années. Et c'est pour cela qu'on va commencer à travailler dans des territoires ruraux en Colombie. Voilà, un territoire, bon, sur une ville, aux alentours d'une ville qui s'appelle l'Arménia. Voilà, donc j'ai été un peu long, mais j'espère que ça ne vous a pas trop fatigué. C'était un peu dense. J'aurais d'autres choses à vous dire, mais bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel. Je pense que là, c'est du remue-ménage de fond. Donc voilà, après voilà, c'est peut-être un peu déroutant pour certains qui sont, parce qu'on est des étudiants de toutes les années, hein, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc voilà, mais effectivement, vous manipulez plein de concepts et d'idées qui soit entrent déjà en résonance, soit vont à un moment ou à un autre émerger. Je ne sais pas s'il y a des questions. Joseph, non. Oui, allez. Moi, c'est juste une remarque. Je pense que vous devez connaître le travail du groupe Forensic Architecture de l'université Goldsmith. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à regarder parce que justement, ils partent du postulat que toute architecture est politique et ils s'intéressent aux situations de conflit contemporaines. Et ils vont utiliser des outils architecturaux pour analyser ces conflits-là et révéler, par exemple, j'ai pas en tête les cas précis, mais il me semble qu'ils avaient regardé aux États-Unis la pollution et les usines, et ils avaient fait le lien avec les directions du vent et les populations qui habitaient dans certains quartiers pour révéler que finalement les populations les plus défavorisées qui étaient issues de l'immigration étaient beaucoup plus touchées par les émissions de ces usines, puisque la ville avait dans tous les cas été pensée comme ça. Voilà, ça c'est un exemple des investigations qu'ils font, et qu'après donc ils montent un dossier, ils le portent au Conseil des Nations Unies pour opérer un jugement après avoir quel poids ils ont réellement, mais voilà. Merci. Je sais pas si vous voulez un petit droit de réaction. C'est vrai qu'on est très en lien avec le travail d'Elias Wiseman parce qu'on considère qu'effectivement, on part de la même hypothèse de base, donc que l'architecture peut être appliquée, peut être un outil qui peut non seulement transformer le réel, mais qui peut être appliqué à d'autres choses qu'on n'a pas besoin de systématiquement construire pour pouvoir modifier le réel. Qu'il y a d'autres manières de modifier le réel à partir de la pensée architecturale qui s'émancipe un peu de la question de la construction. Alors, cela dit, on n'est pas contre la construction. Avec Xavier Brunat, avec la personne avec laquelle on travaille, ce n'est pas une question d'aller contre la construction. C'est tout simplement une question de voir que la construction
est une pensée, est un acte qui doit être pensé avant d'être automatiquement mis en place. Donc c'est vrai que là, les outils, et là c'est un bon exemple, un très bel exemple de comment l'architecture est l'assemblage de plusieurs savoirs, criminologie, juriste, pour pouvoir agir sur le réel en tant que personne, en tant qu'intellectuel finalement. J'ai une petite question, mais surtout n'hésitez pas à lever la main si quelqu'un d'autre en a une. Je voulais savoir s'il y a une autre discipline, si on peut l'appeler comme ça, même si discipline ça fait un peu réducteur, qu'on pourrait comparer, parce que là c'est vrai que c'est l'architecture telle que vous le décrivez, on le sait, mais quelque chose qui, avec toute l'information que vous nous apportez, bien sûr, mais comme une espèce de choses immenses qui englobe à la fois plein de disciplines et qui ouvre une multiplicité de champs de pensée. Et je voulais juste savoir si on pouvait, s'il y a si on peut le comparer à d'autres choses, ou si c'est vraiment quelque chose d'absolument unique. Vous l'avez compris, moi j'aime bien, on aime bien Rem Koolhaas, même si c'est extrêmement contradictoire et pas mal de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup construit pour une vision pratique du capitalisme, mais lui il parle beaucoup, ouais, il est toujours un peu, mais il parle beaucoup du journalisme. C'est assez étonnant. Il dit quelque part qu'il fait du journalisme. Et du journalisme, ça c'est pas loin de ce qu'ils font en forensic architecture. Et c'est pas loin du fait d'avoir comme en même temps une sorte de superficialité dans le traitement de certains sujets, parce qu'on ne peut pas aller en profondeur. L'architecte, il ne sera pas biologiste, il ne sera pas juriste, il sera pas... Mais il arrive à comprendre comment mettre ensemble, comment tisser des liens entre les choses. Dans ce sens-là, c'est pas Dédale l'architecte, c'est plutôt Ariane l'architecte. C'est-à-dire c'est celle qui arrive à tisser un lien entre les espaces. Vous voyez ce que je veux dire? On a le temps d'une petite question ou deux. Oui, Joseph. Bonjour et merci pour votre présentation qui m'a vraiment beaucoup fait réfléchir sur des concepts dont vous avez évoqué. Voilà. Je suis tout à fait d'accord dans le sens où oui, l'architecte ne construit pas souvent que des édifices, que des immeubles, mais aussi on construit aussi des conditions de pensée. Des mondes, on crée des ouvertures de possibles, on construit du commun et non pas uniquement de l'édifice. On crée des mondes de possibles dans des conditions favorables. Ce que je souhaite avoir votre avis sur la dimension justement, poétique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait très bien, on est dans un monde qui sépare, qui crée des ruptures, un monde mortifère, où l'humain, le végétal, l'animal, ne sont plus dans un écosystème, dans une forme assez unie. Donc on voit justement cette rupture aujourd'hui dans la ville, dans la ville. Et donc je pense à l'ouvrage d'André Bruyère, La tendresse des murs, comment les limites deviennent justement poreuses, comment les murs deviennent tendres. Donc c'est toute cette dimension, sensible de la matérialité. Donc on n'est pas uniquement dans le matériel, mais comment l'immatériel se prolonge vers l'immatériel. C'est-à-dire l'immatériel devient aujourd'hui justement quelque chose de vraiment sensible. Je pense à Emmanuel Coscia qui nous invite à voir comment les arbres communiquent ensemble et comment réinviter justement le monde végétal, le monde organique dans la ville. L'architecture du bonheur
de Alain de Botton. Donc justement aujourd'hui notre monde qui est devenu complètement séparé, rupturé, je veux dire avec des créations de frontières qui sont d'ordre humain, d'ordre politique, d'ordre économique. Donc je souhaite avoir votre avis justement sur la dimension aujourd'hui poétique de notre architecture. À quel point aujourd'hui il y a possibilité, il y a encore peut-être possibilité je veux dire, d'inviter de nouveau cette dimension sensible, cette dimension sensorielle, je reviens à Le Corbusier, cette dimension sensorielle dans notre monde qui, encore une fois, est devenue complètement mortifère. Merci. Bien évidemment, ça ne va pas être une réponse, ça va être plutôt un avis. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que politique et poétique, je crois qu'il doit y avoir une piste très claire là-dessus, parce que dans tout ce qui est des conditions d'éthique ou des conditions voire même aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, la question du totalitarisme, c'est-à-dire il faut échapper un tout petit peu, il faut essayer de rester attentif, mais en même temps essayer de mettre en suspens des regards, je ne sais pas comment les dire, mais totaux ou des regards d'ensemble, parce que, en fait, ce qui me fait peur dans la condition poétique, et je vous l'avoue, hein, c'est toutes ces histoires d'habitation contemporaine, de mode d'habitation, mode d'être, ou des questions finalement ontologiques, un peu métaphysiques, classiques, mais bon, on voit bien où ça peut nous amener. Hein. Mais moi, ce qui me fait peur dans tout cela, c'est que ces ensembles, ce ne sont pas des ensembles en tant que tels. Ces ensembles ont un sens, ils font système, ils sont orientés, ils sont tissés. Ils sont là, en fait, si on a tous les éléments qui sont là, qui peuvent être les uns sensibles aux autres, c'est parce qu'on a cette table qui permet que toutes ces choses soient là. Et cette table, elle est fondationnelle, elle est structurante. Cette table, elle n'est pas poétique, hein. Cette table, elle n'est pas immatérielle, hein. Elle est très matérielle. Tous les éléments qui sont là peuvent être absolument poétiques. Tous ces éléments peuvent être là en train de discuter entre eux, avec des langages incroyables. Hein. On voit tout ce qui est en train de se passer avec... par exemple, toutes ces études sur les animaux et la biosémiotique qui sont très très poussées. On voit que là maintenant tout le monde, finalement, on comprend que les choses ont des langages, que tout le monde parle, que les murs parlent, que les plantes parlent avec les autres. Mais bon, c'est toujours un langage adressé. C'est toujours, il y a un sens dans tout cela. Alors, il ne faut pas non plus, c'est-à-dire ça serait irresponsable, à mon avis, de penser le poétique sans penser le politique. Pour moi, c'est pas possible. Parce que le poétique en tant que tel, il est voué, il vient de quelque part, il a une histoire. Tracer l'histoire du poétique en architecture, ça serait une étude assez intéressante. Mais voilà, je crois qu'il faut qu'il croise son chemin avec la question politique. C'est-à-dire la question de la cité, des droits, c'est moins sexy, peut-être, mais il faut ouais, Merci beaucoup Manuel. Je pense qu'on va être obligé de s'arrêter là. Je pense qu'on pourrait débattre longtemps. Mais puisqu'on a juste après, donc à 15h15, soit à cet étage, l'incubateur de création incontournable avec Nicolas Barre, soit au 4e étage, The Big Assembly. Bon, voilà, on est en plein assemblage et assemblée avec Goliath Dièvre. Donc, voilà, vous avez quelques minutes, soit pour vous détendre les jambes, soit pour vous changer d'étage. Et voilà, merci encore.